On m'a demandé aujourd'hui de vous présenter un petit peu, alors j'espère que j'ai répondu un petit peu à l'exercice, c'était de vous présenter le retour du projet Whole Genome en ce qui concerne les variants ponctuels, mais aussi de faire un petit brief sur la littérature, comment annoter les variants ponctuels issus du Whole Genome. Donc, juste des choses que vous savez tous, quels sont les avantages et les inconvénients du whole genome en ce qui concerne en particulier donc, les variants ponctuels. Donc, là, on va parler de SNV, Single Nucleotide Variant, mais aussi de petites insertions-délétions. Donc, un des premiers avantages, c'est l'absence de biais qui est dû on se passe de l'étape d'enrichissement, voire de l'étape d'amplification de l'ADN. Donc, on a une meilleure détection des variants ponctuels dans des régions qui peuvent être difficiles, régions riches en GC. On a une exhaustivité puisqu'on détecte tous les variants, que ce soit dans les régions codantes ou non codantes. Le temps d'expérience au niveau manipulation est raccourci. Par contre, on paye ça en temps d'analyse qui est beaucoup plus long, et on a tous vu ça dans le projet, avec une taille de stockage importante. Et un coût, alors bon là c'est les deux filières qui avaient pris ça en charge, mais un coût un peu plus élevé pour l'instant que le whole exome ou que le séquençage ciblé. Et puis nous, on a testé un peu notre capacité d'interprétation du génome, et on va voir aujourd'hui que pour les SNV, on n'est pas encore tout à fait vraiment au top de l'exploitation totale des données du whole genome. Moi, ce qui m'a bien plu dans ce projet, et dans le whole genome, c'est que c'est une approche universelle. Donc, on a le génome du patient, donc on n'a plus à envisager quelle approche, de voir un peu comparer les différentes approches. Là, on a tout, sauf que, universel avec un petit biais, puisqu'on est quand même dans un tissu donné qui n'est pas forcément d'ailleurs donc le tissu qui est atteint dans la maladie du patient qu'on va analyser. Alors là, c'était juste pour vous montrer un peu des chiffres de ce que représente le whole genome. Donc, on a eu un whole genome qui a été fait par le CNG, qui nous a donné avec une donnée de couverture de l'ordre de 30x. Je crois que c'était 37x exactement en moyenne. Alors, on compare ça aux analyses de whole exome qu'on peut faire où on choisit d'être aux alentours de 100x. Et pour le séquençage ciblé, par exemple 500 gènes de déficience intellectuelle, on est autour de 300x. Donc, vous voyez que les tailles des fichiers sont bien plus importantes pour le whole genome, ce qui est logique. J'ai mis les prix en dessous de là où on en est à peu près. Et puis, vous voyez que le nombre de variants augmente considérablement, puisque si on considère les SNV et les petites indels, on est autour de 75 000 pour le whole exome, et on passe à plus de 5 millions pour le whole genome sequencing. Donc, ça va être un peu ça, le challenge d'interprétation. Alors, je voulais juste vous montrer, puisque c'était un projet pilote sur des patients avec déficience intellectuelle. Donc, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose en fait sur l'utilisation du whole genome pour identifier des variants ponctuels. Donc, il y a un papier qui est sorti par l'équipe hollandaise qui est toujours en avance sur son temps. Donc, en 2014, ça fait déjà plus de 2 ans, où ils ont fait du whole genome en trio sur 50 patients avec déficience intellectuelle. Et ces patients avaient déjà screené assez considérablement et avaient même eu un exome qui s'était avéré négatif. Je ne sais pas si on a un petit pointeur. Donc, dans cette étude, ils avaient utilisé 50 patients. Ah, c'est ça, merci, il y a des trucs. Et ils avaient trouvé finalement des variations causales dans 21 de ces patients. Donc, ça faisait un taux de diagnostic de 42%. Et Boris vous parlera un peu plus tout à l'heure de ce qu'ils ont trouvé en termes de CNV. Mais ils ont trouvé 14 variants ponctuels ici qui ont donné lieu à des diagnostics. Et si vous voyez la liste, donc ces 14 sont parmi cette grande liste, il n'y a que des mutations dans les régions codantes, donc des faux sens, des troncants, etc. Donc, c'est des variations qui avaient été loupées en exome. Alors, ils ont un peu, dans ce papier, ils ont quand même un peu parlé, ils ont dit qu'on a à peu près 80 variants de novo, variants ponctuels de novo par génome, donc 2 dans les régions codantes, mais tout le reste ailleurs. Et puis, ils se sont dit, oui, quand même, c'est intéressant. Ils en ont invalidé en Sanger quelques-uns, mais ils ont dit, dans l'état actuel des choses, en 2014, on n'est pas vraiment capable d'interpréter ces variations de novo qu'on identifie dans les régions non codantes. Donc, ils ne sont pas allés plus loin pour cet aspect-là. Donc, si on revient sur les millions de variants à noter, donc on peut se servir du whole genome pour trouver des variants dans les régions codantes, et donc ça revient à faire finalement du whole exome, mais avec tous les biais, en évitant les biais dont on a parlé tout à l'heure, où on trouve bien des mutations troncantes, des pertes de codons initiateurs, terminateurs, des faux sens, des indels, des anomalies d'épistage quand on est dans l'exon ou juste à côté de l'exon, mais pas dans l'intron profond. Si on fait le whole genome, on va se retrouver donc avec ces millions et ces millions de variants, dont les 90%, enfin plus de 90%, sont localisés soit dans les régions intergéniques, dans les régions régulatrices, dans les UTR ou dans les introns, et qu'il va falloir un petit peu plus annoter pour mieux comprendre leur effet potentiel et comment ça peut mener à une pathologie. Donc, si on voit un peu 3 différentes classes, finalement, on aurait les variants qui vont affecter l'épissage, qu'on détecte donc seulement avec le whole genome parce qu'ils sont très profondément, ils sont dans les introns, mais pas à côté des exons.
Les variants qui vont affecter l'expression, donc ceux qui vont finalement affecter un site de fixation d'un facteur de transcription, par exemple. Les variants qui permettent la structuration de la chromatine, mais je ne vais pas en parler, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences sur l'expression aussi. Et au final, il y a toute une catégorie de variants dont on ne va pas trop parler. Je trouve que ça manque un peu d'outils. C'est les variants qui pourraient avoir un rôle dans la stabilité et la fonction de l'ARN en lui-même. Donc, on connaît les signaux de polyadénylisation, mais la structure de l'ARN, on arrive mal à la prédire, en tout cas mal à prédire l'effet d'un variant, la stabilité, les modifications post-transcriptionnelles, etc. Donc, juste pour vous montrer que voilà, c'est important pour nous maintenant d'aller au-delà du codant et on se pose de plus en plus la question. Donc, même si on accepte que plus de 80% des mutations pathogènes se trouvent dans les régions codantes, même encore plus, on a peut-être un biais parce que c'est là qu'on va chercher. Et il y a un papier récent qui s'est amusé à compter, aller faire la liste exhaustive de toutes les mutations pathogènes décrites dans des maladies mendéliennes qui tombent dans des régions qui ne sont pas codantes. Et vous voyez la répartition ici. On a un peu de tout dans le 3' UTR, le 5'. Enfin voilà, on a tout genre de variants. Et donc, voilà, on en a quand même et il faut absolument qu'on les considère. Et pour moi, c'est vraiment notre challenge de limitation. Donc, avant de vous présenter les résultats du projet Whole Genome, je voulais juste prendre 2 exemples. Par exemple, de la régulation de l'épistage, où pour l'instant, on n'est pas forcément encore très bon. Donc, quand on aura accès à ces séquences introniques, enfin, on a accès avec le Whole Genome, on arrive assez facilement, je trouve, à pouvoir regarder les sites consensus. Il y a création de sites consensus d'épistage ou disparition de sites à côté des exons. Mais par contre, tout ce qui est régulation, donc région de liaison avec des facteurs qui régulent l'épissage, que ce soit dans les exons ou dans les introns, on n'est pour l'instant pas très très bon. Après, il y a tout ce qui est régulation de l'expression des gènes, donc un variant qui pourrait avoir un effet sur la fixation d'un facteur de transcription, la condensation de la chromatine, etc. Et donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on regarde un peu plus avant. Donc on a les données pour pouvoir annoter maintenant, puisque le projet ENCODE qui a commencé maintenant, juste à l'issue du projet Génome humain en 2003, a permis de mettre en évidence plein d'éléments qui sont impliqués dans la régulation du génome humain. Donc on a des sites de fixation de facteurs de transcription, des données d'accessibilité de la chromatine, des marques de modification d'histone qui donnent une idée de l'état transcriptionnel de la région, la méthylation de l'ADN, plein de RNA sec dans différents tissus. Et donc ça peut être utilisé, ainsi que le projet qui a suivi le projet ENCODE, en parallèle, qui a commencé en 2008, donc le Roadmap Epigenomics. On a maintenant vraiment beaucoup de données qui peuvent nous servir à annoter. Je trouve que ce qui manque, ça serait plutôt les programmes qui utilisent ces données pour annoter. Donc, il y en a quelques-uns. Là, j'ai pris l'exemple de RegulOmeDB, où en fait, c'est un programme qui se base sur ENCODE et aussi principalement sur ENCODE. Et ils ont catégorisé tous les variants non codants en 6 catégories, avec finalement, plus il y a d'évidence qu'un variant va affecter un site de fixation d'un facteur de transcription, qu'il y a une empreinte à la DNase à cet endroit-là, qu'il y a un motif de facteur de transcription, et il va être dans la catégorie la plus importante, donc la catégorie 1, alors que s'il y a peu d'évidence, il sera dans la catégorie 6. Donc, ils ont regardé un petit peu pour un génome, par exemple, s'il y a 3 millions de variants, combien il y en a qui tombent dans ces catégories. Donc, déjà, sur 3 700 variants, la plupart sont dans les régions non codantes, c'est ce qu'on a dit. Et si on considère que les 2 catégories 1 et 2 ici, qui sont les plus susceptibles d'être des vrais variants qui auraient un effet fonctionnel sur la régulation d'expression des gènes, on en a quand même 70 000. Donc, même si on utilise ça, il va falloir encore plus prioriser derrière pour pouvoir savoir lesquels sont intéressants. Donc, il y a différents programmes, d'autres programmes qui peuvent utiliser, par exemple, le score CADD a dans son score quelques données comme ça de régulation. On a d'autres programmes comme Guava, j'arrive jamais à dire ce nom. Voilà. L'autre chose, justement, pour essayer de prioriser un peu plus, c'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du fonctionnel en première intention, comme du RNA-seq, pour combiner nos données de whole genome avec des données d'expression réelle chez notre patient. Et on pourra mettre en évidence des altérations d'épistage et des altérations d'expression. Donc on a commencé ça sur des patients avec déficience intellectuelle qui avaient eu un exome mais qui sont négatifs. Donc on fait du whole RNA-seq sur différents tissus de ce patient et l'idée c'est de voir les variations, les effets sur l'épistage anormaux, mais aussi de comparer des variants ponctuels qu'on aurait comme ça dans l'exome, comment ils se comportent au niveau ARN, ce qui pourrait nous indiquer des endroits où il y aurait finalement une expression monoallélique qui serait anormale et donc une mutation dans un facteur par exemple de régulation de l'expression.
La seule limitation, c'est qu'il faut que ces gènes soient exprimés dans nos tissus. Donc nous, sur la déficience intellectuelle, je me suis amusée à regarder sur les 450 gènes de déficience intellectuelle, ceux qui sont exprimés dans les fibroblastes et dans les lymphoblastes. Finalement, c'est les cellules qu'on arrive le plus facilement à avoir de patients. Et on a quand même au moins une centaine de gènes qui sont exprimés à un niveau correct, suffisant, ni dans l'un ni dans l'autre des tissus. Donc ça va être notre grande limitation. Enfin, moi, il y avait une limitation qui m'a un peu contrariée l'année dernière quand on a fait le projet génome, c'était les bases de données de population générale pour annoter nos génomes. Donc on a tendance, quand on fait du ciblé ou de l'exome, à utiliser EXAC. Donc là, c'était plus approprié, puisque EXAC, c'est juste des séquençages d'exomes. Et puis il y avait le projet 1000 génomes, mais il n'y a même pas 1000 génomes dedans, c'était un peu limite comme population générale. Heureusement, donc après notre analyse de ce projet génome, juste en octobre de cette année, on a la version bêta maintenant qui est accessible de la base de données GNOME AD, qui recense donc non seulement 2 fois plus d'exomes que EXAC, mais aussi 15 000 génomes, et qui va pouvoir nous aider comme ça à filtrer sur les fréquences dans les bases de données. Alors, pour revenir un peu plus précisément au projet 1000 génomes, je vais vous présenter juste les 3 exemples de variants ponctuels. Alors là, ici, ce n'est pas une substitution nucléotidique, c'est une expansion en amont d'un gène. Donc, on a pu mettre en évidence avec le génome. Donc là, il s'agissait d'un premier patient ici où on avait une déficience intellectuelle, une épilepsie et une suspicion donc, de syndrome ULD. Je n'arrive pas trop à le dire, donc je vais dire ULD. Et donc là, il y avait une piste diagnostique, une piste clinique très importante. On sait que ce syndrome, il est causé par des mutations dans le gène CSTB et on a une mutation récurrente qui est en fait une expansion dans le promoteur du gène. Et on retrouve ça sur le BAM de cette patiente, vous voyez ici, qui est représentée. Donc ça, c'est l'ensemble des rides. Vous voyez une augmentation de la couverture avec des rides qui paraissent anormales, qui représentent cette expansion ici chez la patiente. Donc cette mutation a pu être retrouvée en faisant le génome. Alors l'autre exemple qu'on avait, c'était aussi une mutation connue. Donc là, c'était un patient, donc je ne vais pas vous lire, vous avez le descriptif clinique ici, mais en gros, il avait une déficience intellectuelle, et puis ce qui pouvait être notable, c'est qu'il avait une maladie de Hirschsprung, et ce qui pouvait aider au diagnostic aussi. On a trouvé, donc quand on a analysé les SNV, on a trouvé une insertion qui causait un décalage du cadre de lecture et une protéine tronquée ici sur un allèle, et ce qui est intéressant, comme vous faites du génome, vous avez aussi les CNV, et dans les CNV, on a trouvé une délétion de 23 kilobases dans ce même gène. Donc là, on avait bien les 2 mutations, ça collait vraiment avec le phénotype du patient. Et donc, on a pu comme ça valider cette mutation assez rapidement. Le dernier exemple sur le projet DI que je voulais vous présenter était un patient sans diagnostic. C'était un patient de Strasbourg suivi par Elise Schaeffer qui avait une déficience intellectuelle avec plein d'autres signes cliniques aussi que je vous laisse lire. Ce qui était un petit peu intéressant chez ce patient, c'est que la famille était très demandeuse. Il y avait eu beaucoup d'investigations génétiques, donc un séquençage d'exome qui était revenu négatif, un séquençage ciblé de 275 gènes de déficience intellectuelle qui était revenu négatif, et on a fait le whole genome. Et quand on a fait le whole genome, on a identifié une variation ponctuelle dans le gène KMT2A qui cause un faux sens prédit-dommageant. Et puis, alors nous, toutes les équipes n'ont pas fait pareil. Nous, on avait fait des variants, des rankings de variants, un en prenant que les gènes de déficience intellectuelle et un en prenant l'exome complet. Et si on prend que les gènes de déficience intellectuelle, après 2 mutations récessives, on a en 3e position ce variant qui ressortait. Donc ce variant, il a été décrit dans la littérature en 2015 chez un autre patient avec déficience intellectuelle. Il arrive également de novo. Et puis, ça a été validé chez ses parents. Il est de novo chez ce patient. Et au final, ça colle pas mal avec les caractéristiques cliniques. Donc, ça a été validé. Alors, ça colle pas mal avec les caractéristiques cliniques, sauf qu'à l'époque, quand les premières analyses avaient été faites, le gène KMT2A il cause le syndrome de Wiedemann-Steinert. Et Elise Schaeffer va vous en parler un peu plus demain Et donc, dans ce syndrome-là, il y avait une hypertrichose, donc un retard de développement avec une hypertrichose au niveau des coudes qui est quand même assez caractéristique, sauf que ce patient n'en présentait pas. Donc, on pense que ce qui s'est passé, c'est que lors de l'analyse de l'exome, ces signes cliniques qui ne correspondaient pas ont fait que cette mutation faux sens n'a pas été retenue.
Pour le séquençage ciblé, en fait, ce gène n'avait pas été retenu dans les premiers designs de gènes parce que justement, il était trop syndromique. On l'a rajouté par la suite puisque dans le projet DDD, il y avait beaucoup de mutations qui avaient été identifiées. Donc, on a vu que c'était un gène récurrent de déficience intellectuelle. Mais à cette époque-là, il n'était pas dans le panel. Donc, ce qui fait que ces deux analyses ont été négatives. Et en fait, on a retrouvé, donc en faisant le séquençage de génome, on a retrouvé cette mutation, pas parce qu'elle ne pouvait pas être détectée en exome, mais elle nous a paru évidente parce que la littérature avait évolué et que le signe clinique associé à KMT2A est maintenant mieux caractérisé et plus large que ce qui était avant. Donc, en conclusion, l'apport du génome pour la mise en évidence de variations ponctuelles. Donc, pour KMT2A, ce que je vous disais, c'est qu'au final, ce n'est pas vraiment le génome qui a répondu à notre question, c'est plutôt l'évolution des connaissances et des données cliniques associées au gène KMT2A. Pour CSTB, finalement, la clinique était tellement évocatrice qu'on est allé voir directement ce gène-là, mais est-ce que finalement l'approche génome est la plus évidente? Ça pourrait être très bien une approche ciblée de criblage de l'expansion qui aurait pu être envisagée. Et puis pour le gène qui a 1279, c'est peut-être celui où on montre le plus la combinaison de l'apport du whole genome, puisqu'en fait, on a un SNV d'un côté, un CNV sur l'autre allèle. Alors après, si on avait fait de l'exome et qu'on avait trouvé une mutation tronquante sur un allèle, je pense qu'on serait allé chercher un peu plus pour voir dans les BAM, pour voir s'il n'y avait pas une délétion sur l'autre allèle. Donc peut-être qu'on aurait pu répondre à ça par exome, mais finalement, c'est ce qui illustre peut-être le mieux l'apport du whole genome. Donc, pour conclure sur le whole genome, donc on garde toujours en tête, pour interpréter une variation, que ça soit identifié en ciblé, en exome ou en génome, qu'il faut il y a trois arguments principaux: la concordance entre les signes cliniques du patient et ce qui est décrit dans la littérature, l'effet du variant sur la fonction de la protéine, et puis les données génétiques, donc dans les bases de données de mutation, ou la ségrégation, donc la présence ou non chez les parents et comment ça co-ségrège avec la maladie. Donc pour le génome, le progrès qu'on a à faire, c'est dans les prédictions de tous ces variants qui sont dans ces régions non codantes. Donc je vous ai montré quelques éléments qu'on peut avoir, quelques programmes qui se développent, mais on ne les utilise pas assez. Et on a vu que là, pour notre projet génome, on n'a pas utilisé du tout ces informations. Puis moi, il y a quelque chose qui me semble essentiel, c'est finalement d'avoir quand même de faire le génome en trio pour avoir une information, c'est-à-dire que savoir que la mutation, si on a une variation qui est de novo, qui affecterait un site de fixation d'un facteur de transcription avec des signes cliniques, donc dans le gène qui est à côté, qui correspondent à ce qui est décrit, là, on a envie de passer plus de temps sur cette variation. Donc il faut vraiment qu'on renforce, à mon avis, ces deux axes, mais c'est un avis personnel. Je vais passer sur l'autre exemple que j'avais, parce que je pense qu'on est en retard, c'était pour montrer l'intérêt du de novo, mais je pourrais vous le représenter plus tard. Et pour conclure, je voulais remercier donc, les gens qui ont participé à l'analyse à Strasbourg, donc le laboratoire de recherche, mais surtout l'hôpital, avec donc à la fois le labo diagnostic cytogénétique, la génétique médicale, et puis l'analyse bioinformatique, donc surtout Véronique Geoffroy et Jean Muller. Les deux filières déficience et Andy Rare et Céline Vernin et Damien Sanlaville qui ont géré ce projet, parce que c'était vraiment un projet très, très enrichissant. Même si on n'a pas exploité encore toutes les données de toutes les régions non codantes, on a vraiment pu toucher des doigts ce que c'était que le génome, et ça ne nous a pas fait peur, enfin je ne crois pas, et ça nous a plutôt vraiment plu. Donc pour conclure, vive le génome en trio si possible. Merci. Merci beaucoup. On va essayer de gagner un peu de temps, donc il y a la place pour 2 questions. Et cette fois-ci, vraiment. Il n'y en a pas. Ah bah oui, s'il y a la place pour 2 questions. Quand on parle des réseaux d'experts biologistes avec éventuellement ces réseaux à l'IGN qui se passent dans les filières, il faudrait retester votre projet là, de 12 génomes à l'aveugle. Il faudrait retester vos génomes tests sur les filières, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Alors, parce que là, vous avez fait appel à candidature qui voulait lire des génomes. Maintenant, je pense qu'il faudrait retester, sélectionner 10 génomes avec maladie rénale, 10 génomes avec... Et puis les faire tester par les biologistes des filières, puisque c'est eux qui, a priori, vont être les experts. Alors, je pense que... Oui, j'entends tout à fait. Et je pense que chaque filière doit s'organiser pour faire les choses. C'est-à-dire que c'est pas venu du ciel. Ces 12 demandes-là, enfin ces 12 génomes, pardon, ils ont été
c'était la filière Andy Rare et déficience intellectuelle Oui, qui a en dit fait, je on pense veut qu'il essayer de faut faire ça. l'étendre à toutes les filières. Donc après, pour, soit c'est l'ANPGM qui décide, ou je sais pas, les généticiens biologistes qui décident de faire ça pour les filières, soit chaque filière peut s'organiser. On peut pas décider nous pour les filières. Non, tu vois mais ce que je veux dire? justement, il faut qu'on s'organise de façon collégiale pour mettre en place ces génomes tests dans chaque filière maladie rare. Certainement. Alors, il y a une autre question en haut là-bas. C'est Isabelle Twitou. Oui, bah, tu vois, finalement, je ne peux pas m'empêcher, puisque j'ai eu la chance et la joie de participer à cette aventure, qui est une aventure. Et justement, je voudrais rebondir sur le cas de KMT2A. Et je pense que c'est justement le gros problème qui nous arrive. C'est dans les cas de mutations rares et de chaque patient va avoir sa propre mutation, son propre gène. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux signes cliniques? Parce que soit on va faire un excès diagnostic, soit on va louper des diagnostics. Et l'expérience montre, avec toutes les publications, qu'un même gène peut être responsable de plein de phénotypes, et inversement, un phénotype peut être la base d'hétérogénéité génétique. Et c'est la passoire est là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour faire des trios déjà à minima. Mais voilà, je crois que c'est le problème énorme avec lequel on va être confronté. Voilà. C'était plus une remarque qu'une question, parce que je crois qu'à ce stade, on n'a pas la réponse. Mais je pense que ça va s'aggraver avec le temps. Non, mais voilà, moi je suis tout à fait d'accord. Là, les exemples de KMT2A et de KIA 1279 montrent bien que dans un cas KIA 1279, ou même dans le premier sur le gène CST, le UVD, que en fait, finalement, quand on a des données cliniques, ça peut vraiment nous aider fortement à poser le diagnostic, mais parfois c'est à double tranchant, et je pense que le cas de KMT2A, ça a été ça. En fait, on pensait que c'était vraiment tellement restreint qu'on l'a éliminé d'office. Donc après, j'ai confiance que là, avec toutes les données collaboratives et toutes les publications de meilleures définitions des spectres cliniques, on va progresser. Mais effectivement, les données cliniques, c'est à double tranchant. Donc il faut vraiment, pour moi, collaborer vraiment les trois grandes triades, fonctionnelles, génétiques et cliniques, et puis voir ce qui ressort. Et c'est peut-être là où on a le moins de risque de se tromper, mais